Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 20 décembre 2017 pour le cours d'Henri Laurence, Les crises d'Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914. Aujourd'hui, les États mandataires du Moyen-Orient. La modernité mandataire est étroitement associée aux instruments modernes de communication. La généralisation des véhicules automobiles remet en cause la prépondérance des chemins de fer et met le transport par rail en situation de déficit. Cette révolution des transports permet de se rendre de Damas à Bagdad en moins de 2 jours par les routes du désert, ce qui est une nouveauté absolue. Le téléphone permet à l'administration centrale d'être informée immédiatement et de donner des instructions. De Jérusalem et de Beyrouth, il faut moins de 24 heures maintenant pour se rendre à l'extrémité du pays. C'est donc une révolution des communications qui est aussi une révolution du pouvoir, puisque le pouvoir central peut agir immédiatement à l'autre bout du territoire. Et ceci va être accéléré dans les années 30 avec les premières liaisons aériennes. Alors en Irak, la présence de l'État mandataire est beaucoup plus faible. On a vu la dernière fois que même si juridiquement l'Irak était un mandat, il n'y avait pas de charte du mandat sur l'Irak, mais un traité. Les conseillers britanniques sont essentiellement présents dans l'administration centrale. Les régions rétives à l'impôt ou se soulevant contre le pouvoir central sont sous la menace d'être bombardées par la Royal Air Force. En théorie, il y a des tirs d'avertissement, mais on peut avoir quelques doutes. Et puis ensuite, à fur et à mesure qu'une aviation proprement irakienne est constituée, c'est l'aviation irakienne qui bombarde les Irakiens à la place des Britanniques. Ce type de gouvernement par la force en Irak, eh bien, est une innovation mandataire. Bon, on sait que les Irakiens sont généralement très rétifs à l'autorité, mais la solution trouvée, parce que c'était la plus économique, avait été de les bombarder au sens littéral du terme, en particulier les Bédouins et les Kurdes. Alors en Palestine et dans le mandat français, on peut considérer que l'œuvre administrative est une réussite. Les fonctionnaires européens sont dévoués à leur mission et trouvent dans les élites locales des collaborateurs qui ne demandent qu'à apprendre. Presque à tout niveau de l'administration, vous avez des élites locales qui ont des diplômes quasiment équivalents aux diplômes européens. Vous avez des avocats, des ingénieurs, etc. Ceci diffère complètement de la situation de l'Afrique du Nord. Assez vite, la plupart de ceux qui seraient appelés aujourd'hui des expatriés ont intégré l'idée que leur présence est temporaire et qu'ils sont là pour transférer des compétences, tout aussi bien en termes de pouvoir que de responsabilité. Dans les 2 mandats, l'administration se développe rapidement, important des services à la population et imposant son autorité. Alors on arrivera au paradoxe du mandat britannique sur la Palestine, où il y a au moins autant, ou si ce n'est plus, de fonctionnaires britanniques en Palestine que dans l'Inde britannique. Donc, il y a vraiment une différence d'échelle absolument extraordinaire. Alors, si la réussite des mandats français et britanniques est incontestable sur le plan administratif, la construction de la nation est beaucoup plus problématique. Il est difficile pour une puissance impériale, même si elle a été mandatée pour cela, de constituer une nation, d'autant plus qu'elle est considérée par les intéressés comme étant l'antagoniste contre lequel il faut combattre pour arriver à l'indépendance. Le rêve britannique d'une tutelle bénigne, prête à laisser les indigènes à se débrouiller tout seuls, quitte à ce qu'ils fassent des bêtises, n'a pas duré longtemps. Les intérêts en jeu étaient trop importants et pouvaient dépasser la région. C'est ça le paradoxe des mandats, pas l'Irak qui est un cas à part, mais la Syrie, Liban d'un côté et la Palestine de l'autre, c'est que techniquement parlant, les franco-britanniques ont fait vraiment du très très bon travail.
Mais politiquement, ça a été une catastrophe absolue. Et c'est bien pour ça qu'il faut reprendre maintenant les dossiers individuellement. Alors, le premier, évidemment, c'est l'impossible nationalité palestinienne. Dès le début, les esprits lucides avaient compris que le mandat sur la Palestine était une contradiction insurmontable. Les acteurs britanniques sur le terrain ne comprenaient pas très bien ce qui avait pu motiver la déclaration Balfour. L'entreprise avait continué sur la base du livre blanc de Winston Churchill, qui excluait la constitution d'un État juif, et sur le fait que l'immigration juive, dont le volume était défini par la capacité économique d'absorption, était trop faible pour pouvoir remettre en cause le fait majoritaire arabe, et sur un travail de mise en valeur des pays qui ne pourrait que faire monter le niveau de vie de la population, et donc satisfaire tout le monde. Enfin, ça, c'est l'idée du mandat. Alors là, vous avez les trois coupables, si j'ose dire. Allenby, en 1925, au commissaire en Égypte, Balfour, et Sir Herbert Samuel, le premier haut commissaire britannique. C'est à Government House, le 1er avril 1925. Lord Balfour s'est rendu pour la première fois de sa vie en Palestine pour inaugurer l'université hébraïque. Alors, le premier haut commissaire, Sir Herbert Samuel, a tenté, au moins en parole, de constituer une nationalité palestinienne qui serait ni juive ni arabe. Mais les nationalistes arabes refusent toute participation institutionnelle qui équivaudrait à une reconnaissance de la déclaration Balfour, donc ils boycottent toutes les institutions proposées par le haut commissaire. Alors, Samuel a développé la théorie de la double obligation, qui a une obligation d'égale valeur entre les Juifs et entre les Arabes. Les premières créaient un foyer national juif, le second de préserver les droits civils et religieux. Les nationalistes arabes lui répondent que le foyer national refusé par les habitants de la Palestine est contraire à la charte et à l'esprit de la SDN, fondé sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et l'argument le plus fort, c'est que la déclaration Balfour fait des Arabes de Palestine des étrangers dans leur propre pays, puisque les droits qui sont accordés à des étrangers dans n'importe quel pays au monde sont des droits civils et religieux. Il ne peut donc exister de double obligation. Mais la commission des mandats n'est pas dans une logique d'émancipation. Sa doctrine est que le mandat est une obligation contractuelle entre la Société des Nations et la puissance mandataire, avec le cahier des charges qui est la charte du mandat. Elle est donc là pour faire respecter ce cahier. Les peuples concernés étant en situation de minorité ne sont pas des acteurs à part entière. Le seul droit dont ils disposent est celui de déposer des pétitions, soit par l'intermédiaire de la puissance mandataire si ces dernières viennent du pays sous administration, soit directement à Genève si elles viennent de l'extérieur, par exemple du comité syro-palestinien. C'est pour ça qu'il y a un comité syro-palestinien à Genève, c'est pour pouvoir bombarder la commission de mandat de pétitions. Les membres de la commission font un rapport sur les pétitions et la puissance mandataire y répond par un commentaire. La commission n'a pas de pouvoir de coercition, mais adresse des observations. La force est la principale arme de la commission des mandats et la publicité, puisque l'essentiel des débats de la commission est publié et avec une distribution large dans le monde, entre autres par le biais des bibliothèques universitaires. C'est pour ça que dans les grandes bibliothèques universitaires parisiennes, on trouve les procès-verbaux de la commission des mandats. C'était la stratégie suivie d'inonder le monde des textes et donc de rendre les choses visibles. Donc la commission des mandats est plutôt l'expression d'un colonialisme éclairé. Elle veille à la lutte contre l'esclavage, la traite des Blanches, qui était la grande obsession de l'entre-deux-guerres, les actions sanitaires. En cela, elle appartient à l'esprit de Genève, celui de la SDN, avec la constitution des premières grandes agences internationales, Bureau international du travail, Cour permanente de justice, Commission des réfugiés, etc. Toutes ces institutions de la SDN
qui marquent l'esprit de Genève et qui survivront à la SDN puisqu'elles passeront ensuite aux Nations Unies. Le souci du bien-être des indigènes domine, mais l'inspiration est fondamentalement paternaliste puisqu'il s'agit de peuples considérés comme mineurs. Si la Commission entérine en 1924 le principe de la double obligation, tout en reconnaissant sa difficulté, Samael l'avait transformé en affirmation séparée. Il faut promouvoir le bien-être de la population arabe comme si la déclaration de Balfour n'existait pas et promouvoir le foyer national juif comme si l'opposition arabe n'avait pas à être prise en compte. C'est-à-dire maintenant, on passe d'une double obligation à une double négation chez Herbert Samuel. Ensuite, on va retrouver périodiquement ce système dans tout le conflit palestinien, puisque durant la Seconde Guerre mondiale, Ben Gourion reprendra la formule lutter contre l'Allemagne nazie comme s'il n'y avait pas l'Angleterre en Palestine, et lutter contre l'Angleterre en Palestine comme s'il n'y avait pas la guerre contre l'Allemagne nazie. C'était la reprise de la formule d'Herbert Samuel. Alors, concrètement, cela conduit à un développement séparé des communautés. La communauté juive dispose déjà d'institutions internes représentatives et la charte du mandat a prévu la constitution d'une agence juive dont le rôle pour l'instant est pris en charge par l'organisation sioniste. Comme il est impossible de constituer une agence arabe du fait du refus arabe et de l'opposition juive, les droits des non-juifs seront représentés par leurs institutions religieuses. Pour les communautés chrétiennes, elles existent depuis longtemps, puisqu'on a un patriarche catholique, un patriarche orthodoxe, un évêque anglican, etc. Pour les musulmans, il faut établir cette institution représentative. L'islam sunnite ottoman a été décapité par la suppression de fait puis de droit des institutions religieuses centrales autour du califat. La plus haute autorité religieuse s'inscrit maintenant exclusivement dans le nouveau cadre territorial. Pour la Palestine, il s'agit du mufti de Jérusalem, qui a pris de lui-même le titre de grand mufti, à l'instar de son homologue égyptien. C'est un jeune radical nationaliste arabe, il est né en 1895, un ancien du gouvernement arabe de Damas, Haj Amin al-Husseini, qui a été désigné en 1921 avec l'appui des Britanniques comme mufti, après qu'il ait donné des garanties de collaboration. Il s'appuie sur un conseil élu, le Conseil islamique suprême, dans lequel ses partisans, désignés comme les conseillistes, majlisiyin, ont la majorité. L'opposition est représentée par les partisans des Nashashibi, la grande famille rivale qui avait pris, avec le soutien britannique, le contrôle de la mairie de Jérusalem. Cette structure, une autorité religieuse et un conseil élu, n'est que la duplication du système créé pour les non-musulmans par l'édit d'émancipation de 1856. Le grand mufti à qui les Britanniques adressent le titre de son éminence, qui le met donc en rang d'un cardinal de l'Église catholique, est l'équivalent d'un patriarche chrétien et correspond de fait à la notion orthodoxe d'ethnarque. Le grand mufti de Jérusalem, c'est l'ethnarque des Arabes de Palestine, chef de communauté ethnarque. En dépit de son identité religieuse, il est donc l'interlocuteur politique de l'administration mandataire. Et de même, le Conseil islamique n'est que la duplication du Majlis Milli des Millettes de 1856. Du fait de la lutte contre le sionisme, les chrétiens palestiniens, qui sont en première ligne, parce que comme le niveau d'éducation des chrétiens palestiniens est plus élevé que celui des musulmans, ils sont plus directement en compétition avec les diplômés européens qui viennent avec le mouvement sioniste. Donc les chrétiens sont étroitement associés aux musulmans dans la lutte nationale. Ce n'est que dans les années 1930 qu'ont pu émerger des mouvements islamistes d'orientation, sans participation chrétienne par définition, mais cela n'a pas ébranlé la cohésion nationale palestinienne. Ce qu'il faut être clair, c'est que si vous avez les deux grands
force les Nashashibi et les Husseini, c'est-à-dire les Majlisséyines et les opposants, les Mohaïdines, il y a des chrétiens dans les deux camps. Donc il n'y a pas de clivage confessionnel dans ce conflit. C'est-à-dire donc que la situation de la Palestine a fait qu'il y a eu une confusion immédiate entre l'organisation institutionnelle des musulmans et le mouvement national arabe. Même s'il peut y avoir quelques villages chiites dans le nord de la Palestine, il n'existe pas d'autres institutions communautaires islamiques dans le pays. La centralité de Jérusalem est le principal acquis de la période mandataire. Elle avait été préparée par le fait que la ville sainte avait été le chef-lieu du Sanjak de Jérusalem. Bien entendu, les Britanniques y avaient installé une très forte centralisation du pouvoir et les progrès des communications avaient permis de gouverner l'ensemble du pays, donc quasi immédiatement, par téléphone, par voiture ou par avion. On est dans la journée à n'importe quel point de la Palestine. En même temps, l'opposition arabe s'était regroupée autour des grandes familles musulmanes de Jérusalem. Le conflit entre Husseini et Nashashibi avait ainsi renforcé le rôle de Jérusalem en conduisant les élites locales à se joindre à l'une ou l'autre tendance de la vie politique arabe. Les villes littorales comme Jaffa et Haïfa, dotées d'une dynamique bourgeoisie levantine, avaient un penchant manifeste pour les Nashashibi qui apparaissaient comme les plus modernes, tandis que les villes de l'intérieur pouvaient avoir un penchant pour les Husseini, moins susceptibles de voir passer des compromis avec les sionistes. C'était un cas particulier de Naplouse, qui depuis le début du XXe siècle était un foyer de nationalisme arabe. La lutte politique permet ainsi d'intégrer à la personnalité palestinienne les régions du Nord qui, à l'époque ottomane, ne faisaient pas partie du Sanjak de Jérusalem et dépendaient du vilayet de Beyrouth. Jusqu'en 1936, il est possible de considérer que la convergence entre la lutte nationale arabe et la centralisation administrative britannique permet de comprendre la centralité de Jérusalem. Mais c'est bien l'identité religieuse de la ville qui explique la convergence. Pour des Britanniques imprégnés depuis leur plus tendre enfance de lecture biblique, il ne peut pas être possible de gouverner la Palestine qu'en dehors de Jérusalem. Jérusalem est par définition la capitale de la Palestine. Très tôt, Rajamin el-Husseini a fait de la défense des lieux saints musulmans de la ville, dont il avait la charge, l'un des principaux axes de son action. Dans un pays que d'autres appellent la Terre Sainte, la confusion entre le sacré religieux et le sacré national est complète. Les musulmans avaient déjà un héritage ancien de défenseurs de la Terre Sainte qui s'est ranimé face à la montée du sionisme. De l'autre côté, en dépit de la laïcité affirmée d'une fraction conséquente du mouvement sioniste, l'affirmation nationale juive est indissociable d'une identité religieuse, même s'il a été recherché d'historiciser le contenu de la Bible. De ce fait, les chrétiens qui, en quelque sorte, avaient inventé la notion de lieu saint, se trouvaient largement en dehors de ce jeu de représentation religieuse et nationale, puisque leur propre lieu saint était ailleurs, puisqu'ils étaient la trace du passage terrestre du Christ. Pour des raisons historiques complexes, les lieux saints musulmans étaient considérés dans leur plus grande part comme des lieux saints par les Juifs, ce qui était lourd de conflits à venir. Ce qui explique que les chrétiens vont se trouver à l'écart des nouveaux conflits des lieux saints, qui, à partir du mandat, vont être des conflits entre Juifs et musulmans, et non plus entre chrétiens, comme au XIXe siècle. Aussi, l'enjeu palestinien peut être défini comme juxtaposition d'une géographie religieuse dont la sacralité s'est renforcée de l'apport puissant du nationalisme et d'une géographie terrestre constituée de biens fonciers tout à fait tangibles. Les achats de terres par les différentes composantes du mouvement sioniste avaient pu avoir lieu dans les régions où, pour des raisons écologiques anciennes, la présence agricole arabe était relativement faible, c'est-à-dire dans les régions de basse altitude, dans les régions littorales et dans les vallées. En revanche, le monde des hauteurs et des collines de l'intérieur représentait un bloc homogène de population arabe vivant dans un réseau dense de villages souches. Il n'existait là pas d'espace vide, donc aucune possibilité de colonisation juive.
L'acquisition de nouvelles terres par les paysans arabes se heurtait à la compétition sioniste, ce qui avait pour conséquence d'entraîner de façon permanente la hausse du prix du foncier. Si vous regardez la carte, elle est tout à fait explicite. Vous voyez, cette immense zone verte est la densité de la population arabe et vous n'avez pas de colonies juives, sauf autour de Jérusalem. Parce qu'il n'y a pas d'espace libre, c'est là où se trouve le centre du paysanat palestinien, et ceci, je l'ai expliqué ailleurs, est le résultat du petit âge glaciaire. Tandis que dans les régions littorales et en Galilée, vous avez la coexistence, enfin la présence côte à côte plutôt, des colonies juives et des agglomérations arabes. Et on voit très bien la quasi-impossibilité, parce que là c'est l'ensemble du mandarin qui est pris en compte, la quasi-impossibilité pour la colonisation juive d'entrer sérieusement dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la Cisjordanie, mais qui, à l'époque du mandat, est beaucoup plus grande que la Cisjordanie actuelle. Et donc cette carte, en fait, est une carte agraire et renvoie à des siècles de culture agraire différents qui s'appuient en particulier sur l'époque du petit âge glaciaire. Mais ça, ce serait un autre sujet abordé. Alors, de plus, l'exode rural, comme il se doit dans cette période, alimente en permanence l'accroissement des populations arabes dans les régions littorales et dans les villes de Palestine. Contrairement à ce qui pouvait se passer avant 1914, il n'est plus question de migration intercontinentale pour les Arabes. Je rappelle, les chrétiens palestiniens, en particulier les régions de Jérusalem, sont allés peupler le Chili avant 1914. Et actuellement, vous avez plusieurs centaines de milliers de Chiliens qui sont d'ascendance palestinienne. Mais c'est une immigration qui datait d'avant la Grande Guerre. L'entre-deux-guerres, la fin de la mondialisation, la première, met fin aux grandes migrations intercontinentales. Et donc, les exodes ruraux se reconcentrent dans les espaces intérieurs du Proche-Orient. Donc, ce qu'il faut bien considérer, là où c'est pas simplement, si vous ne prenez pas en point mais en mer, la Palestine mandataire, c'est un archipel de lieux juifs dans une mer arabe. Et tout le problème spatial et des cohabitations doit se construire en fonction de cette réalité. Alors passons au mandat français, les États du Levant. La première phase de l'histoire mandataire est constituée par un gouvernement autoritaire, laissant peu de place aux institutions de libre gouvernement. Les deux premiers hauts commissaires sont des militaires, Gouraud, puis ensuite Végan, connus par leur opinion classée comme cléricale sous la Troisième République. Végan, qui donc a succédé à Gouraud en 1922. Ce choix s'explique par le besoin de concentrer les pouvoirs civils et militaires en une seule personne, du fait de la permanence de la menace turque jusqu'à la conclusion du traité de Lausanne. Ils sont naturellement assez proches des milieux missionnaires catholiques, tout en restant attachés à développer une administration de qualité. En Syrie, la stratégie civile est de diviser pour régner, en recherchant à s'appuyer sur les communautés musulmanes non sunnites qui en profitent pour s'émanciper de la domination sunnite. Les principaux bénéficiaires sont les Alaouites et les Druzes, qui disposent ainsi d'un territoire. Dans le reste du pays, les élections au suffrage universel à 2 degrés prévoient une représentation des minorités, mais dans le cadre d'une élection générale. C'est-à-dire que si l'élu doit appartenir à une communauté définie, à l'avance, ces électeurs appartiennent à toutes les communautés afin de pouvoir maintenir l'intérêt général. C'est tout le problème du confessionnalisme qui, jusqu'ici, ne va jamais passer par un collège électoral confessionnel. Alors, régulièrement, il y a une revendication chrétienne au Liban aujourd'hui pour passer à un collège électoral purement chrétien pour les députés chrétiens et purement musulman pour les députés musulmans. Mais pour l'instant, on est resté sur la règle fixée par le mandat. L'État des Druzes correspond à la montagne des Druzes, née des migrations et des sédentarisations de la seconde moitié du XIXe siècle.
Son économie dépendait de l'exportation de céréales, d'où une forte relation avec les marchands de grains de Damas. L'intégration de cette région à l'Empire avait été difficile, avec des révoltes périodiques. La population était divisée en clans qui s'opposaient entre eux, avec de grandes familles de notables qui disposaient traditionnellement du pouvoir, à la fois du fait de leur possession en terre, en métayage, que de leur comportement en hommes d'honneur. Bon, parce que ces notables druzes, bon, c'est pas des riches à millions, hein, les Atraches ou les autres, c'est des gens qui ont quelques métairies, donc ils sont relativement pauvres, finalement, mais ils sont plus riches que les paysans qu'ils exploitent, ça c'est clair. Mais ce qui compte autant que leur bien, c'est leur comportement social, l'éthique des hommes d'honneur, virilité, générosité, etc. Et ça compte autant que la propriété. Mais évidemment, il faut avoir des propriétés pour pouvoir se comporter en homme d'honneur, sinon c'est pas possible. La création d'un État ne leur apportait pas grand-chose du fait de leur pratique d'une autonomie de fait à l'époque ottomane. Mais le gouverneur français envoyé sur place, le capitaine Carbillet, s'est montré un modernisateur autoritaire, créant routes, écoles et même un musée, c'est-à-dire que, croyant faire le bonheur de la population, il a rendu impopulaire la domination française. Ne vous inquiétez pas, il continuera en Afrique du Nord. Hein, après, c'est lui qui fera l'oasis de Ouargla sous le reste de la Troisième République. Au Liban, la question essentielle est le rapport entre la montagne libanaise héritée de l'époque ottomane et le littoral qui vient de lui être annexé. Les sunnites et les orthodoxes, population essentiellement urbaine du littoral, sont hostiles au libanisme des maronites, identifiés à la montagne, même si l'exode rural depuis la seconde moitié du XIXe siècle a renforcé considérablement la présence maronite dans les villes de la côte. En même temps, il s'agit toujours d'une politique des notables dans toutes les communautés, c'est-à-dire de la nécessité pour les notables d'entretenir de bons rapports avec le pouvoir pour consolider leurs assises locales. Le grand Liban de Gouraud n'a que 55% de chrétiens, ce qui suppose donc, comme à l'époque ottomane pour le Mont Liban, une répartition confessionnelle du pouvoir. Dans certaines régions de la Bekaa et du littoral, une partie de la population revendique une réintégration à la Syrie et des chrétiens inquiets de la trop grande proportion de musulmans sont prêts à accepter un Liban plus petit et plus chrétien. Le débat couvre ainsi toutes les années 1920. Si les maronites sont des libanistes et les orthodoxes des arabistes, les chiites du sud du pays, le Jabal Ramil, devenu brusquement le Liban Sud, sont marginalisés. Outre leur hiération économique de paysans dominés par des notables, ils ne se sentent pas vraiment attirés tout aussi bien par le libanisme trop chrétien que par l'arabisme trop sunnite. Une des premières décisions françaises a été de reconnaître l'existence du statut personnel chiite qui n'était pratiqué que de fait mais non de droit à l'époque ottomane. En janvier 1926, tout un système judiciaire intégré à l'appareil d'État est établi, ce qui revient à faire des chiites une communauté à part entière. Et là, après l'exemple palestinien, vous avez un nouvel exemple de la façon dans laquelle l'islam de l'entre-deux-guerres est en train de se structurer sur le modèle des communautés confessionnelles non musulmanes de l'époque ottomane. Parce que comme il n'y a plus de califat, tous les non-sunnites prennent leur indépendance par rapport à la domination sunnite. Du coup, il y aura un mufti de la République, mais le mufti de la République, il ne s'occupe que des sunnites. Et ensuite, il y aura plus tard, après 1945, un mufti chiite, enfin toute une organisation chiite au niveau supérieur. Donc, quand les sunnites se considèrent toujours comme les représentants de l'islam, ils s'impliquent pour une subordination des chiites. L'une des tentations est alors de revendiquer la constitution d'une entité autonome du Jabal Ramil, qui ne serait ni libanaise ni syrienne, mais analogue aux États druzes et alaouites. En tant que communauté la moins fortunée,
Les chiites ont justement besoin du plus d'État possible, c'est-à-dire de services de sa part, soit en termes de communication, soit sous forme de services sociaux. Ils demandent régulièrement par des pétitions une plus grande participation dans l'administration et on leur répond qu'ils ne disposent pas du nombre suffisant de personnes éduquées, ce qui leur permet de faire porter la faute sur le manque d'écoles de la part de l'État. Vous voyez, donc le système est vicieux. On leur dit pas de participation dans l'administration parce que vous n'avez pas les cadres nécessaires, mais du coup, ils ne disposent pas des écoles nécessaires pour former les cadres. De façon plus générale, le rattrapage des communautés musulmanes sur les communautés chrétiennes en termes de compétences passe par une plus grande dépendance envers les services de l'État, alors que les chrétiens se sont plutôt inscrits, en particulier en matière d'éducation, dans une logique de société civile, ou plutôt de société confessionnelle. Et ça, c'est bien comprendre la situation. Les musulmans s'inscrivent dans l'État, parce qu'ils ont besoin de services dans l'État, services que les chrétiens ont, parce qu'ils sont organisés en société civile en dehors de l'État. C'est encore la situation, largement la situation d'aujourd'hui au Liban, où les écoles privées sont massivement chrétiennes, tandis que les écoles publiques sont massivement musulmanes. En 1924, l'arrivée au pouvoir en France du cartel des gauches conduit au rappel de Végan, considéré comme trop clérical, et la désignation du général Saraï, 1856-1929, pour le remplacer. C'est un général dit républicain, voire anticlérical. Le conflit commence immédiatement entre les cléricaux s'appuyant sur les missions et les églises locales. Les uns s'en prennent au complot des jésuites, les autres aux manigances des francs-maçons. C'est-à-dire la colonie française, la population française du mandat se divise soit entre les cléricaux, soit entre francs-maçons, et ils s'injurient et chacun s'accuse de complot d'un côté comme de l'autre. Saraï veut faire une nouvelle réforme administrative et pratiquer une ouverture politique vers les musulmans sunnites, ce qui accroît les tensions locales. En dépit des avertissements répétés de Paris, il mène toutes ses affaires avec brutalité et sans référer à son ministère de tutelle. Il envisage un système électoral pour le Liban qui mettrait fin au régime de la représentation confessionnelle, mais Paris lui répond que cela conduirait à imposer la volonté de la communauté religieuse la plus nombreuse aux communautés moins nombreuses et donc de créer des tensions confessionnelles. Le haut-commissaire obtempère tout en répliquant que cela conduirait à maintenir l'antagonisme des communautés et donc de faire obstacle à la fusion des éléments ethniques. C'est toute la problématique encore aujourd'hui. Donc, le secrétaire général du Quai d'Orsay, Philippe Berthelot, répond donc que la fusion ne peut se produire qu'au bout d'une longue période de préparation, je cite, précédant l'évolution d'idées de coutumes séculaires qui ne peuvent être modifiées sans délai par la vertu d'un changement de mode électoral, cette suppression risquerait de ranimer au lieu d'apaiser les antagonismes des rites qui ne seraient plus assurés de leur représentation proportionnelle. Elle constituerait une atteinte aux droits des minorités, de l'existence duquel nous ne pouvons faire abstraction avant qu'un long exercice de l'autorité impartiale du mandat ait permis l'unification de prendre forme. Au printemps 1925, le capitaine Carbillet part en permission en France. Les notables druzes en profitent pour demander à Saraï son éloignement définitif. Le haut-commissaire y voit un complot contre Carbillet qui serait plus ou moins manigancé par l'officier français chargé de l'intérim. Lui, il jure de son innocence. Il refuse donc de recevoir les délégués druzes et ne veut pas écouter les avertissements des services de renseignement, l'USR, du service de renseignement, sur le risque d'un soulèvement des druzes, ce qui nous conduit à la grande révolte syrienne. Enfin, Al-Kubra, la grande révolte. En juillet 1925, la montagne druze bascule dans la dissidence sous le commandement d'un jeune notable, Sultan al-Atrash, qui avait participé au gouvernement arabe de Damas et qui était en liaison avec les comités arabes du Quai. Un gros revers militaire français au début du mois d'août permet au mouvement de s'étendre.
Le refus de la domination étrangère est le motif essentiel de cette révolte, dont les chefs ont adopté la ligne politique des nationalismes arabes. Les nationalistes de Damas entrent en contact avec les révoltés, mais ces derniers sont arrêtés à quelques kilomètres de Damas. Néanmoins, le soulèvement s'étend le long de l'axe central de la Syrie, la route de Damas à Alep, avec en particulier la région de Hamma. Le modèle général est celui d'une révolte rurale qui tente d'assiéger les villes tenues par les Français. Ces derniers, sous le commandement du général Gamelin, de bonne mémoire si j'ose dire, utilisent massivement le fil barbelé pour fermer les villes et l'aviation pour bombarder les rebelles. Le 18 octobre 1925, les insurgés entrent dans Damas et tiennent la vieille ville. L'armée française reprend le contrôle de la situation en bombardant les quartiers insurgés, infligeant de terribles destructions et faisant plusieurs centaines de morts. Ces événements ont un grand impact international. Le bombardement paraît une moquerie de la mission sacrée de civilisation que doit être le mandat. Les combats se poursuivent plusieurs mois dans l'oasis de Damas, la Routa. Une tentative des rebelles d'étendre le mouvement aux Druzes du Liban échoue après de violents combats et des morts de civils qui ravivent le souvenir des violences entre Druzes et Maronites du XIXe siècle. En novembre 1925, Saraï est rappelé et remplacé par Henri de Jouvenel, ancien journaliste et sénateur de la Corrèze, de tendance radicale, représentant régulier de la France à la Société des Nations, et tout le monde le sait ici, c'est le mari de Colette et le père de Bertrand de Jouvenel. Enfin, à ce moment-là, il est en train de divorcer, ou il vient de divorcer de Colette, puisque Colette avait eu une affaire, comme on dit en anglais, avec son fils Bertrand, ce qui vous a donné le livre, le roman Le blé en herbe de Colette. Enfin, lui, il part en Syrie. Donc, sa mission est de trouver une solution politique au problème des États du Levant et ainsi de rendre plus présentable devant l'opinion publique internationale l'action de la France. La concomitance entre la guerre du Rif au Maroc et la guerre des Druzes au Levant constitue une lourde charge pour la Troisième République qui doit affronter les deux soulèvements les plus importants de l'empire colonial français de l'entre-deux-guerres et de façon simultanée. C'est d'ailleurs sur cela que comptent les chefs de la révolte. La France ne pourrait pas mener deux guerres coloniales de grande envergure en même temps. Jouvenel travaille immédiatement à diviser la direction politique de la révolte en jouant sur l'opposition entre partisans et adversaires des hachémites. Sur le terrain, ce sont les pro-hachémites qui mènent la révolte, mais les comités de soutien à l'arrière sont tenus par les adversaires des hachémites. Au Liban, il accélère le processus déjà amorcé de rédaction de la Constitution. Une fois que les États du Levant disposeront d'une Constitution, on suivra le modèle britannique en concluant un traité qui pourrait mettre fin au mandat. Donc, le projet de Constitution élaboré au Liban avec consultation suit dans ses grandes lignes la Constitution de la Troisième République française avec des aménagements pour maintenir les droits et les devoirs de la puissance mandataire. L'égalité des droits civils et politiques est assurée sans aucune distinction de race ou de religion. La liberté de conscience est absolue. Les communautés se voient garantir le respect de leur statut personnel, leurs intérêts religieux. On n'utilise pas le terme minorité. L'article le plus lourd de conséquences jusqu'à aujourd'hui est l'article 95 de la Constitution libanaise. À titre transitoire et conformément aux dispositions de l'article 1er de la Charte du mandat et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'État. Donc cette transition a à peu près 91 ans aujourd'hui. Elle n'est toujours pas terminée. Et ce n'est pas simplement la représentation politique, c'est tous les emplois publics qui sont conditionnés par la représentation communautaire. La Constitution de 1926 stipule aussi qu'aucun partie du territoire libanais ne peut être aliéné ou cédé, ce qui provoque la protestation des nationalistes syriens.
qui revendique une partie du territoire du Grand Liban. Le Conseil représentatif du Grand Liban adopte le 23 mai 1926 la Constitution. C'est donc le début de la République libanaise en tant que telle. Donc progressivement, on cessera de dire Grand Liban pour dire République libanaise. Et le jour suivant, Charles de Basse est élu président du Liban. C'est un grec orthodoxe qui a le soutien des autres communautés. En Syrie, l'armée française reprend progressivement le contrôle de la situation en refoulant les rebelles dans une seule partie du pays. Ils pourront être ensuite encerclés et détruits. Ça ne rappelle pas quelque chose, ça? Donc c'est la stratégie menée par Bachar al-Assad aujourd'hui. C'est celle de l'armée française en 1926. Donc en juillet 26, les Français ont repris le contrôle de la Ghouta, auprès de lourdes pertes civiles et d'importantes destructions. Les militaires veulent une victoire complète et s'opposent au projet de solution politique proposé par Jovenel, qui doit finalement abandonner ses fonctions en août 1926. Son libéralisme s'est heurté à la puissance des groupes de pression coloniaux. Grâce au renfort des troupes coloniales libérées par la fin de la guerre du Rif, les troupes métropolitaines dites blanches sont dans la mesure du possible tenues en dehors des combats. C'est tout le problème de la jonglerie. Les troupes métropolitaines, donc de conscription, sont envoyées en Syrie, mais dans la mesure du possible, on ne les utilise pas pour se battre directement. Ce sont les troupes coloniales, c'est-à-dire les troupes de couleur, qui font l'essentiel du combat. Mais il ne faut pas le montrer trop, parce que sinon, les troupes coloniales ne seraient pas contentes. Donc, c'est tout un art de jouer sur troupes blanches et troupes de couleur, qui sera celle de l'armée française jusqu'à la dissolution des armées coloniales au début des années 60. La région de Hama est reprise au printemps 1927. La commission des mandats entérine la politique suivie en rejetant les pétitions sur le comportement des troupes françaises. La France étant une puissance civilisée, elle est incapable de commettre des atrocités, comme frapper volontairement la population civile, piller et violer. Les délégués français étaient plus sceptiques, étaient prêts à admettre qu'il y avait des atrocités commises, mais c'était les troupes coloniales, pas les troupes métropolitaines. Ça, on peut avoir des doutes, en façon générale, parce que les Français ont toujours l'art de renvoyer les atrocités sur leurs troupes coloniales, un peu partout où elles sont passées. Dans le sud du pays, les Druzes ont trouvé le refuge dans l'oasis d'Azraq, en Transjordanie, d'où Sultan al-Atrash continue à diriger les opérations. Les Français multiplient les pressions sur les Britanniques pour mettre fin à cette tolérance. Devant le risque de voir l'armée française pénétrer en Transjordanie, les Britanniques mettent fin à l'action des Druzes. Et donc, vous aurez une petite population de Druzes en exil à Azraq. Et j'en ai encore vu, dans les années 90, des survivants druzes à Azraq de la Grande Révolte. Bon, c'était des vieillards, mais ils étaient encore là, à l'époque où j'ai visité l'oasis. La Grande Révolte a mobilisé les éléments de toutes les classes de la société syrienne. Du point de vue communautaire, les Alaouites et les chrétiens se sont tenus à l'écart du mouvement, tandis que les Français ont utilisé des auxiliaires circassiens, tcherkesses, et arméniens dans la répression, au risque de provoquer des affrontements religieux. Dans ce second cas, les Tcherkesses avaient été installés par les Ottomans au XIXe siècle dans les régions que les Druzes étaient en train de peupler, et la rivalité entre Tcherkesses et Druzes était forte. Donc les Tcherkesses étaient très heureux de casser du Druze, et les Français utilisaient évidemment cet instinct. De même, les Bédouins, qui étaient les ennemis traditionnels des Druzes, eux se sont plutôt tenus à l'écart, ou ont participé aux opérations françaises. Le Sanjak d'Alexandrette et la Gézirée sont restés en dehors des événements. Alors, indépendamment des pertes humaines et des dégâts matériels de la Grande Révolte, c'est le moment où l'arabisme militant devient le principal courant idéologique de la société syrienne. Ces porte-paroles ont présenté à l'opinion publique internationale un discours politique structuré, revendiquant un État-nation arabe syrien avec un irrédentisme portant au moins sur une partie du Liban. En même temps, la mobilisation populaire s'est faite surtout au nom de l'islam,
Les mosquées et les religieux ont eu un rôle important dans l'organisation locale des forces. Les pertes humaines syriennes seraient de l'ordre de la dizaine de milliers de tués. Les pertes de l'armée française sont de l'ordre de 6 000 morts au combat, disparus ou tombés malades. L'essentiel des pertes vient des troupes coloniales, de la Légion étrangère et des auxiliaires indigènes. Pour les Français qui se rappellent l'ancienne protection britannique des Druzes, la révolte ne peut avoir été que tolérée ou encouragée par la perfide Albion en collusion avec leurs créatures arabes de Transjordanie et du Caire. Après l'épisode de l'après-guerre, cela ravive les méfiances françaises envers les intentions britanniques concernant la Syrie. Une fois le combat fini, la répression a été très modérée. Les combattants ordinaires ont pu rentrer dans leur foyer, tandis que les chefs, théoriquement condamnés à mort, sont en pratique maintenus en exil. Ils sont dispersés en Transjordanie, en Palestine, en Arabie saoudite et en Irak. À partir de 1928, le mouvement politique syrien s'organise dans un parti de notables, le Bloc national, prêt à passer des accommodements avec les Français dans le cadre d'une procédure constitutionnelle. Certains révoltés acceptent de se plier à ce nouveau jeu politique et obtiennent dans ce cas l'autorisation de rentrer. L'état des Druzes est maintenu, les Français levant même chez eux, après 1927, des unités auxiliaires chargées de maintenir l'ordre. Après avoir été un puissant facteur de l'unité syrienne, les notables druzes, y compris les Atraches, vont plutôt chercher prudemment à maintenir leur autonomie. Je dis ça parce qu'il y a toute une littérature présentant Sultan el-Atrache et les Atraches comme des héros d'un nationalisme arabe unitaire. Ils l'ont joué pendant la Grande Révolte, mais après, ils ont surtout défendu l'autonomie de la montagne par rapport à Damas, qu'il soit un Damas contrôlé par les Français ou un Damas d'une Syrie indépendante. Les mouvements internationaux de population ont considérablement diminué dans les années 1920, on l'a vu, du fait de la fin des migrations intercontinentales. La guerre a mis fin à la première mondialisation. De ce fait, les trop-pleins de population libanais, surtout chrétiens et chiites, ne peuvent s'orienter cette fois que vers l'Afrique noire française, puisque le Liban fait partie de l'Empire français de fait, puisque juridiquement le Liban est un mandat. Les Libanais et les Syriens ont des passeports français comme protégés français et donc peuvent circuler à l'intérieur de l'Empire colonial, ce qui explique que la grande migration libanaise de l'entre-deux-guerres est vers l'Afrique noire française. Parce qu'ils ne peuvent pas aller au Brésil, ils ne peuvent pas aller aux États-Unis, etc. Et cette fois, cette migration libanaise de l'entre-deux-guerres a une forte composante chiite, ce qui n'était pas le cas dans la période précédente. Les nouvelles frontières du Proche-Orient sont encore perméables pour les populations frontalières, grâce à une série d'accords dits de bon voisinage, mais la constitution de l'État implique la définition de la nationalité dans la lignée de la législation ottomane, de la nationalité, elle-même très inspirée du Code Napoléon originel. Donc il faut bien considérer que le Code Napoléon originel donne naissance au Code ottoman de la nationalité, qui donne naissance au Code de nationalité des pays arabes actuels. Ce qui explique que la non-transmission de la nationalité par les femmes n'est pas du tout une spécificité ottomane, mais était le cas du Code Napoléon originel avant les transformations de la fin du XIXe siècle, du Code Napoléon. Puisqu'avant la fin du XIXe siècle, les femmes ne transmettaient pas la nationalité en France. Et quand elles épousaient des étrangers, elles perdaient leur nationalité française. Alors tout ça va être repris par les codes de nationalité arabes. Alors on dit aujourd'hui c'est une spécificité arabe. Non, c'est le Code Napoléon. La création progressive d'identités spécifiques dans le cadre des nouveaux États se voit dans le fait que s'il existe de petites migrations de cadres d'un pays à l'autre, ainsi que d'exilés politiques, ces cadres qui passent d'un pays arabe à l'autre sont maintenant considérés comme des étrangers dans les pays d'installation, ce qui par définition ne pouvait être le cas à l'époque ottomane. Autrement dit, un Syrien qui va en Irak est maintenant considéré comme un étranger en Irak, ce qui n'était pas le cas
à l'époque ottomane. La destruction de la chrétienté anatolienne a porté un coup terrible aux chrétiens d'Orient. Leur élimination peut maintenant apparaître dans l'ordre des possibles, d'autant plus que la famine de la guerre les a frappés de façon disproportionnée. Néanmoins, la création du Grand Liban pouvait apparaître comme une démonstration d'optimisme avec l'assurance de conserver la supériorité numérique et l'avance culturelle. Mais les premières indications des recensements des années 1920 marquent l'inversion d'une tendance ancienne. Pour la première fois, le nombre des musulmans progresse plus vite que celui des chrétiens, tandis que les institutions scolaires des nouveaux États profitent plus largement à la jeunesse musulmane, qui n'hésite pas à exiger, à l'intérieur des cadres mandataires, à une plus grande participation à la fonction publique. Et ça, c'est un moment essentiel. Entre la conquête ottomane au début du XVIe siècle et les années 1920, la population chrétienne croît plus vite que la population musulmane dans l'ensemble du Proche-Orient. Et donc, ça explique d'abord l'augmentation continue de la proportion de population chrétienne dans l'ensemble du Proche-Orient et le fait que, justement, le surplus de population chrétienne a migré vers les Amériques à partir de 1880, durant la première mondialisation, puisqu'on les appelait Syriens en Amérique du Nord et Turcos en Amérique du Sud. Et dans les deux Amériques, qui forment une population relativement importante aujourd'hui, les descendants des immigrants d'avant 1914. Alors, la nouveauté des années 20, à l'effarement des chrétiens, c'est qu'ils sont en train de perdre leur supériorité démographique. Et alors, il y a de multiples explications qui sont données. L'une des plus importantes étant que les chrétiens faisant des études plus longues aussi bien pour les garçons que pour les filles, le coût d'éducation des enfants chrétiens est plus élevé. Donc, les chrétiens font moins d'enfants. Tandis que les musulmans, même s'ils commencent à scolariser massivement, les garçons, pas encore les filles, ont des coûts d'enfants moins élevés, donc les enfants plus. Donc si ces communautés sont des composantes anciennes de la société, certaines d'entre elles tendent à se poser dans la problématique nouvelle des minorités. Même les Grecs orthodoxes, qui dans leur grande part ont adopté le nationalisme arabe, défendent avec âpreté leur participation aux administrations publiques. En Syrie, les Alaouites, qui ont été longtemps soumis à l'exploitation des grands propriétaires sunnites, ont un véritable sentiment d'émancipation qui les fait pencher du côté des Français, tandis que les Druzes, après la Grande Révolte, se préoccupent plus de maintenir l'autonomie de droit et de fait. Donc on voit qu'en dépit de l'élan unitaire de la Grande Révolte et de la Constitution libanaise, le mécanisme de fabrication des minorités s'accélère dans la seconde partie des années 1920. C'était les cours du Collège de France le 20 décembre 2017. Vous venez d'écouter l'historien Henri Laurence, les crises d'Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914. Aujourd'hui, les États mandataires. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. Parmi ces nombreuses publications, je rappelle Oriental, volume 4, L'Orient dans tous ses états, aux éditions du CNRS. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation d'actualité. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nouvelle série, nous ne quitterons pas le monde méditerranéen, mais nous porterons notre regard loin dans le passé, dans le monde néolithique et antique. Nous explorerons la domestication de l'olivier et les techniques autour